sont peut-être intéressants, mais aujourd'hui, si on veut cette internationalisation, on ne peut pas le faire en ne jouant pas le jeu. Aujourd'hui, il faut que réellement on puisse être sérieux quand on dit qu'un opérateur doit exporter, il faut qu'il soit confortable. Cette fameuse augmentation de capital possible une fois par an de 1 million de dinars, on parle de 300 000 euros. Ce qui a été décidé en 2005, je crois, avec un taux qui était à 1,6. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas retrouver les 600 000 euros possibles, c'est réellement nous donner la possibilité d'avoir un montant qui est supérieur et qui reste libre, sur lequel nous pouvons traiter directement avec les banques. Et je souhaite vivement qu'il y ait une réaction qui est identique de la part de toutes les banques. Moi, je trouve que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui qu'on ait un document, je pense qu'il a été rédigé, je ne sais plus depuis combien de temps, mais c'est un document, j'ai pris la peine de compter, c'est 286 pages, qu'il soit traité différemment d'une banque à l'autre. Rien que cela, je pense que ça peut tout de même apporter une première réponse. Est-ce que quand je vois qu'on veut améliorer ou donner de la liberté au développement de l'exportation, c'est une phrase, certes. Est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'on va réviser ces AVA pour l'exportation? L'esprit de la circulaire est intéressant, puisqu'on dit, oui, vous avez le droit d'utiliser 25% de vos exportations. Mais c'est plafonné à 500 000 dinars. Donc, qu'est-ce qu'on veut? 500 000 dinars, c'est 150 000 euros. Je fais le calcul arrière. Les objectifs, c'est 600 000 euros. Donc, si on fait 600 000 euros, on est bon. Au-delà, on n'est pas supposé dépenser pour exporter. Et quand on veut exporter, il faut dépenser de l'argent. Il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc, c'est ce genre de mesures que je souhaiterais voir. Voilà. Merci beaucoup, Sarah Masmoud et Charlie Corley. Alors, deux questions. L'une concerne la politique monétaire, puisque vous êtes banquier, et l'autre concerne la politique, la réglementation de change. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la Banque centrale puisse aller dans une logique non conventionnelle avec le taux directeur pour financer l'économie? On parle d'un taux de refinancement qui est à hauteur de 16 000 millions de dinars, bien évidemment un taux directeur à 6,75, donc un TMM qui est de 7,25 à peu près, et je dirais un étouffement de l'économie nationale. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez, c'est ma première question, qu'il faut aller dans une politique non conventionnelle, donc une politique monétaire non conventionnelle? Deuxième question, c'est par rapport à la réglementation de change. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les mesures, ou les mesurettes, je ne sais pas, donc c'est vous qui décidez après, sont de nature à peut-être renverser la vapeur par rapport à cette tendance-là? Alors, les deux questions sont des questions extrêmement intéressantes, mais il est difficile de bien y répondre en 5 minutes. Donc, je sais que vous êtes très intelligent aussi. Non, mais je vais me permettre de répondre à la deuxième question, et si le temps le permet, de donner des idées pour la première. Parce qu'on a une intervention fort intéressante sur la situation de l'économie, sur la situation d'échange. Et quand même, je voudrais partager avec vous une nouvelle importante, c'est que je vous rappelle qu'on est dans un système de contrôle d'échange et dans un système de code d'échange. Donc les résultats que nous voyons, ce sont des résultats alors que le pays a un système de contrôle d'échange depuis 60 ans. Alors certains, diront, si on n'avait pas ça, ça aurait été pire. Mais quand même, avec ça, on a ce résultat-là. Donc on peut légitimement se poser la question, est-ce que ce système de contrôle d'échange est un système efficace? Est-ce qu'il a été efficace hier? Et est-ce qu'il est efficace pour nous aujourd'hui? Et est-ce qu'il va nous permettre d'affronter les challenges que nous avons demain? Moi, j'ai essayé de faire un peu de rétrospective et de me rappeler quand est-ce que le dinar a été créé. D'abord, le dinar n'a pas été créé le jour de l'indépendance. Le dinar a été créé quelques mois, pour ne pas dire quelques années après. Et puis, quand on a créé le dinar, très rapidement, les pères fondateurs se sont dit on va le protéger. Alors qu'avant, on avait le franc français, il était lui aussi protégé, mais au moins, vis-à-vis de la France, on pouvait faire. Alors, dans mon inconscient populaire, j'avais ramené cette date à 61, parce qu'il y a un circulaire de 1961 qui est très populaire parmi nous. Eh bien non, on peut remonter même plus haut. On peut remonter à l'année 59, et je pense avoir trouvé le premier document dans un journal officiel qui parle de contrôle d'échange. Et puis si vous voyez tous les textes qui ont eu lieu par la suite,
ceux qui l'ont mis en place avaient 3 idées en tête à l'époque quand ils l'ont mis en place. 1, on a mis un contrôle d'échange pour éviter la fuite de capitaux. 2, et déjà à l'époque, et je peux vous citer un texte, on parlait de commerce informel. Et on disait, il y a le contrôle d'échange pour lutter contre le commerce informel. Et puis 3, certains même ont dit, je vais mettre le contrôle d'échange pour protéger la parité du dinar. Je vais vous laisser juge sur le premier point, sur le deuxième et le troisième, Les 3 sont là. pour évaluer notre taux de réussite sur chacun. Je pense... Et en tout cas, je peux rappeler que quand le dinar a été institué, il fallait un peu moins de 400 millim pour acheter $1, et que hier, il fallait au moins 3 dinars pour acheter $1. Et j'ai l'impression, mais bon, à vous, à la salle, de réagir, j'ai l'impression que ce mur qui a été bâti pour protéger l'économie nationale, pour protéger le dinar, pour nous permettre de mieux affronter le monde, ce mur est devenu une contrainte pour nous, est devenu une contrainte pour les industriels et les commerçants et les citoyens de ce pays, est devenu une contrainte majeure pour l'investisseur étranger qui veut s'implanter chez nous. Parce que j'allais dire, ces chiffres que je vois de réserve d'échange, avec ce qu'on a maintenant, même avec un miracle, ils ne vont pas changer. Pourquoi ils changeraient? Est-ce qu'on encourage les gens à déposer des devises chez nous? Non. Est-ce qu'on encourage, moi je suis une banque, à placer mon excédent auprès de la Banque centrale? Pas forcément. Est-ce que moi, investisseur étranger, on m'encourage à venir en Tunisie? Pas forcément non plus. Quand je vois que le dinar s'est déprécié d'à peu près 40% en 5 ans, qui est l'investisseur étranger qui mettrait 100 millions de dollars pour en retrouver 60 5 ans après? Très très peu. Donc moi, je suis vraiment pour qu'on se pose ce type de questions. Et après, j'allais dire, je ne suis pas médecin, mais j'aurais aimé l'être. Quand on a une gangrène, la traiter au mercurochrome, parfois c'est un peu compliqué. Et on a très peu de chances de guérir. Et parfois, il faut savoir couper pour ne pas tomber encore plus malade. Et pourquoi on a choisi à l'IACE ce thème de rupture? Parce qu'à un moment, il faut accepter des mesures fortes. Moi, par exemple, je plaide, et en face de monsieur le gouverneur, avec qui on a eu des discussions intéressantes dans les semaines dernières, dans les mois derniers et dans les années précédentes. Je suis réellement pour qu'on arrête les mesurettes et les sparadraps et les changements et les amendements et de passer de 10 000 à 100 000. Mais quand même, de dire dans la situation économique où on est, on ne peut pas le faire sans préparation, et à ce moment-là, on se prépare. On se prépare, non pas pour un nouveau code d'échange, on se prépare pour le supprimer. Et puis même en le supprimant, ça ne veut pas dire que tout est ouvert. On peut décider de supprimer le contrôle d'échange, et puis comme le font certains pays, dire on ne peut pas se déplacer avec plus de 10 000 euros en liquide. On peut le supprimer tout en étant dire, tiens, je veux contrôler vers quels paradis fiscaux va son argent. Et franchement, je trouve que le moment est vraiment le moment opportun pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent hors du circuit bancaire. Il y a énormément de devises dans les frontières nationales. Mais ces devises sont dans les maisons, sont dans les tiroirs, sont dans des puits, et peut-être qu'il faut qu'on trouve un moyen de les rassembler. Ce moyen-là, s'il est purement lié au code d'échange, ne réussira pas. Et très souvent, on confond contrôle d'échange et contrôle fiscal. Il y a des mesures à prendre pour que les devises arrivent, il y a des mesures à prendre pour que le citoyen soit un citoyen ayant le sens civique. Et je crois que nous devons travailler sur les deux, mais nous ne devons pas mélanger les deux. Alors, pour ne pas être très long, parce que je savais que je n'allais pas pouvoir répondre aux deux, moi je dirais à monsieur le gouverneur que j'aimerais paraphraser notre chef du gouvernement. Il a dit, il faut que dans les plateaux, on ait le courage de dire des vérités, il faut qu'on ait le courage d'avancer des mesures différentes. Et moi je lui dirais, abroger le contrôle d'échange n'est pas facile. Et abroger le contrôle d'échange ne doit pas être uniquement porté sur vos épaules. Nous devons tous vous aider. Si demain vous le faites, nous devons vous aider à réussir pour que d'autres ne puissent pas nous dire « Tiens, c'était la protection pour nous, vous l'avez enlevé, on est maintenant dans de sales draps ». Non,
La décision doit être une décision commune. Et tout comme vous feriez une mesure courageuse, nous-mêmes, en contrepartie, nous devons vous garantir notre civisme. Parce que dans ce type de mesure, il s'agit aussi pour que le citoyen, l'entrepreneur, le commerçant ait un sens civique et puisse défendre aussi les agrégats économiques importants du pays. Alors, je ne vais pas être plus long, mais je répondrai volontiers aux questions. Merci, Sirli. Monsieur Luis Arroyo, alors du benchmarking chilien, on va dire, hein, donc je suppose que vous avez quelques idées sur la Tunisie, et il est très important également de nous parler, si vous avez vécu une situation pareille au Chili, et comment avez-vous fait justement pour renverser la tendance? Well, thank you very much to IACE for inviting me to Tunisia. You have a beautiful country. You have a very young population. You have a goodwill in the international community for your revolution, but you have serious macroeconomic imbalances. I have been hearing all the morning different difficulties that you businessmen have in order to produce more, to export, to give more employment, etc. And these difficulties, some ones are in the area of labor regulation, taxes, etc. Those will be treated in other panels. But regarding monetary policy and exchange rate, you can hear that you have difficulties with the access to euros or dollars. You have the devaluation of the dinar. You have exchange controls. But all those things are symptoms of disequilibrium. You need to stabilize an economy to have macroeconomic equilibriums. And the macroeconomic equilibriums are basically three. The fiscal budget, the monetary equilibrium, and the exchange rate equilibrium. If you see the numbers that the governor has shown us, you have a very serious problem with the current account of the balance of payment. If you have 10% or something like that of deficit in the current account, what does it happen? What does it mean to have a 10% deficit? It means that you in Tunisia are spending 10% more than what you are producing. And that's the real problem. Then you go to the budget balance, and you see that the most of this excess of spending is done by the government. You have between 5–6% of deficit. So really, you can make micromanagement of the exchange rate problem you have, of the controls, but the real problem you have is this excess of expenditure in your economy. So it's difficult to treat this kind of problems, but there are some recommendations in order to have better institutions in your country or in your economy. How can we help the government, the governor of the central bank? If you see economic politics, you see that the traditional way to fuel a budget deficit that every government has is the monetary policy. So what have some countries, among them Chile, done? They have an independent central bank. What does an independent central bank means in our case? We have 5 members of the board of the central bank, and even though, they are appointed by the President of the Republic with agreement of the Senate. With agreement. And they last 10 years in their positions.
So and the president lasts 4 years. So a president may have to name 2 governors of the central bank. But the board is an independent board. And they have one specific and very important job, that is to keep the stability of the currency. So inflation is their principal aim. They also have to take care of the free exchange of the exchange rate policy and the stability of the financial sector. Of course, these institutions are not solutions for tomorrow. If I could tell my opinion to the governor of the central bank of what to do with all the exchange controls, well, he could answer me that that's a fantasy. But instead of this micromanagement of having new controls in order to avoid the problem that you have, that is that you have more demand for foreign currency than what your exchange rate is now showing. I think that good institutions as an independent central banks can help so as to gradually, because you can't do this from one day to another, from gradually changing the situation. For example, in our country, we have independent central bank since 1989. And now, after many years, since 1997, we have free exchange rate system. Simply, instead of all this exchange control, there's free mobility of capitals. You can buy all the foreign currency that you need. But before that, we had a period in which we had a system of bonds in which the central bank was aiming to equilibrate the currency value with all the other macroeconomic variables that you have. Of course, inflation is important to set the value of the currency. But in the last 10 years, we have had very little fluctuations of our currency. And these very little fluctuations can permit the central bank to target in its real job, that is the stability of the local currency. Constitutionally, the central bank cannot lend money to the government. It's forbidden. So the traditional mechanisms by which the governments can continue with their fiscal deficits is now forbidden. I would say that you have to work with some short-run measures, as your governor has explained here, but you also have to change in structural changes in your monetary policy through an independent central bank. It's the only way, in my opinion, that you can afford the situation. I am not very optimistic about the future of your economy, because you are treating the symptoms and not the real problem that you have, that is the excess of spending in your economy, and particularly in the public sector. I know that this is difficult to do, politically difficult. I heard the Prime Minister, but you have to begin. You have to begin with structural reforms that can allow you in 5 years more or 10 years more have the balances to give the Tunisian people the opportunities they have, and the opportunities they have
is to have a sound economic management through these structural changes in your economy. Thank you, Mr. Arroyo. Just to tell you, you can. Just to tell you that the central bank is independent here in Tunisia since 2016 by the Central Bank Act. Yeah, perhaps the government could, the governor could tell us up to what point it is independent. Huh? Huh? You are independent, yeah. You are an independent man, but the government, yeah, but the government can, yeah, but the government can borrow money from the central bank. Huh? He cannot. Huh? And what about the exchange rate? Yeah, you know, because independence, of course, independence is a word that we all know what independence is, but of course there are different degrees of independence and different degrees of maturity in an independent central bank. We have an independent central bank since 1989, but recently in 1997 they could set a free exchange rate. Because the structural conditions of the economy were enough to do so. I will be frank with you. I will be frank with you because I will try to answer, your question. To say we are totally independent, it's not true because we are working with the government. We have some policy mix, to implement together, and that is so important. But I'm not getting any, let's say, formal request. I'm in the position for more than 10 months. I'm not getting any formal request from the government asking me to do this or to do that. But even on the exchange rate, the problem is on the structural deficit of the balance of trade. We lost $1 billion from the energy. We lost $1 billion from the phosphate, and we lost also $1 billion from the other exports used to export to outside Tunisia. And that is $3 billion in less than 7 years. It's huge, and that's why our foreign currency is decreasing. That's the problem. Merci beaucoup, Monsieur Arroyo. Voilà, merci, Monsieur le Gouverneur. Alors, à présent, on va passer une vidéo motion donc, sur les réformes que l'IACE propose. Bien évidemment, ce ne sont pas les réformes de la Banque centrale, mais la Banque centrale pourrait éventuellement donc, y puiser pour essayer peut-être donc, de trouver d'autres solutions. Donc, vidéo motion, voilà. Donc. Pour assouplir la réglementation de change, certains éléments de rupture devraient être considérés immédiatement. Pour le cas de l'entreprise, tout est permis sauf exception, tout comme pour le code d'investissement. Pour les personnes physiques, résidents et non-résidents, il faut autoriser l'ouverture de comptes en devises rémunérés à taux compétitif au marché international. De ce fait, il y aura une augmentation des fonds et une baisse de l'endettement. Par contre, la source de ces fonds doit être justifiée pour éviter de nouveau le classement dans la liste noire de blanchiment d'argent. Concernant la politique monétaire, 3 volets de réforme de rupture à travailler. Premièrement, le recours au marché obligataire secondaire pour élargir la gamme des instruments non conventionnels et réussir l'ancrage des anticipations via la courbe de rendement Forward Guidance. Deuxièmement, le recours aux mesures non conventionnelles, c'est-à-dire le refinancement des banques sur la base de leur concours des PME et leur présence dans les régions. Troisièmement, le recours au décashing et l'inclusion financière, et ce, à travers l'introduction des sociétés de paiement dans le paysage financier et la finalisation des prohibitions, aussi à travers l'interdiction de l'utilisation du cash dans les transactions avec l'administration. Voilà, ce sont les réformes proposées par les experts de l'IACE, on peut en parler, mais je voudrais donner la parole à la salle actuellement, et voilà, donc je voudrais savoir si les questions, il n'y a pas de questions, alors les baladeurs, voilà, oui, je vous ai vu, certainement, Sinefa, bah oui, c'est Walid Hadj Amer, on vous a montré, vous, hein. Vous n'avez pas parlé encore, voilà, donc Sinefa, oui, c'est Walid Hadj Amer, oui. Soyez bref, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 12 minutes. Oui, je vais essayer d'être bref, même si le problème est... je me déplace pour regarder mon ami Marouane Abessi dans les yeux. Quel angle de tir?
Oui, bien entendu, il y a des tas de problèmes que vous avez cités, c'est Marouane. Mais pourquoi est-ce que je serais, moi, le bouc émissaire de ces problèmes? J'ai aucune responsabilité dans la crise énergétique. Je n'ai aucune responsabilité dans le déficit. Et il faudrait que moi, je paye toutes les erreurs qui sont commises. Je ne pense pas que ce soit juste. En plus, en me faisant payer, vous m'empêchez d'être encore plus productif pour l'économie. Et je vais aller très vite au résultat. Vous allez faire de moi un migrant économique. Parce qu'à un moment donné, le patriotisme économique, quand il est confronté à l'erreur de gestion, il ne tient plus. Moi, aujourd'hui, en tant que prestataire de services exportateurs, mon intérêt est d'aller ouvrir une filiale à l'île Maurice, de domicilier tous mes contrats d'Afrique à l'île Maurice et de faire de ma base tunisienne un centre de coût et non plus un centre de profit. Et ça, je peux le faire légalement. La question qui se pose, c'est jusqu'à quel point ce que j'appelle mon patriotisme économique va résister à ne pas être considéré comme une erreur de gestion. Parce qu'aujourd'hui, je fais une erreur de gestion. Réellement, ce que je fais en continuant à agir à partir de la Tunisie, à rapatrier et à domicilier mes contrats en Tunisie, à me battre avec les banques pour obtenir des cautions bancaires, à me battre avec la Banque centrale pour sortir de l'argent que je fais rentrer en Tunisie, alors que s'il restait, comme je pourrais le faire à l'île Maurice, personne ne me poserait aucune question. Et je distribuerai simplement des dividendes à la maison mère ici en Tunisie. Merci. Et tout l'argent resterait là-bas. Merci. Samahni, je vais dire autre chose. Écoutez, on va je vais poser une autre question. Samahni, je vais poser une autre question. Et je pense, c'était pas une question, la dernière. Je pense me faire le porte-parole de l'ensemble de mes, de mes collègues présents. Si Marouane, il y a quelque chose aujourd'hui qui a un cours dans le marché parallèle. C'est ce billet de 50 dinars. En début de semaine, il était à 52 dinars. Il semblerait aujourd'hui, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il serait à 53. Moi, je pose une question simple. Le mal dont nous souffrons tous, c'est ça. Et vous le savez. C'est tout ce qui est contrebande et qui, en plus, malheureusement, finance le terrorisme. Alors moi, je pose une question simple. Parce que Saïd Rais Lahkoum Alioum a parlé des résistances de l'administration. Alors moi, je pose une question. Pourquoi est-ce que vous et Monsieur le Président du gouvernement, vous ne prendriez pas la décision aujourd'hui, 7 décembre, à minuit, vendredi, demain les banques sont fermées, et après-demain les banques sont fermées, de dire le billet de 50 dinars n'a plus cours en Tunisie, et il ne peut être remboursé et échangé que par une banque auprès de la Banque centrale. Voilà. Moi, je pose la question, monsieur le gouverneur, pourquoi une telle décision? Merci. Et ce n'est pas une décision courageuse, c'est une décision pour protéger l'ensemble de ces gens que vous voyez ici, qui pèsent 70% de l'économie tunisienne, qui sont tous patriotes et aucun d'eux n'est un voleur. Merci beaucoup, Si Walid Hadj Amar. Oui. Si Marni, s'il vous plaît. Si Marni, oui. Soyez bref, Si Marni, s'il vous plaît. Mohamed Damak. Damak, excusez-moi, oui. Excusez-moi. Voilà, moi, je voudrais peut-être me situer par rapport à notre angle là. On parle depuis ce matin de réforme de rupture. Cela présuppose que pour faire la rupture, donc, il faut qu'il y ait des alternatives et dépasser la situation actuelle en termes de politique de change, politique monétaire, et on verra par rapport à la réglementation de choses, ça devient plus compliqué. Alors, ce que je demande à nos amis, la question s'adresse à tout le monde. Comment est-ce qu'on peut, moyennant des politiques isolées, monétaires, de change, faire le dépassement et faire la rupture? Ou plutôt se positionner par rapport à une approche globale, tout en articulant des relations type, par exemple, une relation fondamentale entre la gouvernance institutionnelle et le développement économique via des politiques économiques à travers ces différentes composantes, monétaires, de change, etc. D'accord, merci. Monsieur qui est derrière, oui. Vous présentez, s'il vous plaît. Yes, Arbit.
Ma question, c'est pour monsieur le gouverneur. En tant qu'exportateur, plusieurs de nos clients à l'étranger demandent le paiement à travers la carte de crédit et bien sûr le crédit sur le compte professionnel. Et cela est malheureusement interdit au niveau de la Banque centrale. On s'est déplacé à la Banque centrale où c'est interdit pour une raison comme quoi en cas de rupture de contrat, on ne peut pas rembourser l'argent. J'ai considéré ça comme une raison qui n'est pas valable. Et le monde entier aujourd'hui utilise la carte de crédit pour le paiement. Et même en Tunisie, au niveau du free shop, le free shop, tu payes par carte de crédit et c'est encaissé sur leur compte professionnel en euros, je suppose. Pourquoi nous, en tant qu'exportateurs, on ne peut pas utiliser ce moyen de paiement et aussi le paiement en ligne? D'accord. La merci. même chose. J'ai une deuxième question pour monsieur le gouverneur. Est-ce qu'il est au courant, par exemple, qu'une partie du commerce parallèle est financée à travers les Tunisiens résidant à l'étranger? Dans le cadre de Sur plusieurs activités, planète, voiture et je ne sais quoi. Oui, tout le monde utilise ça. Et pourquoi le résident à l'étranger, il trouve une différence importante entre le guichet de la banque et ce qu'offre le marché noir. D'accord? Si on donne l'accès aux salles des marchés, c'est quoi l'inconvénient de donner l'accès aux salles des marchés aux Tunisiens résidant à l'étranger? Est-ce que vraiment il y a un inconvénient? D'accord, merci. Deux autres questions et je donne... Oui, Madame Zoueri. Merci. Si Marouane, vous nous avez expliqué que le déficit courant est de 10% et le déficit budgétaire est de 4,9%, ce qui signifie que le déficit entre l'épargne et l'investissement des autres agents économiques, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, est de 5,1. On ne peut pas réduire le déficit commercial si on ne réduit pas, on ne continue pas à réduire ces deux éléments. Continuer à réduire le déficit budgétaire, mais aussi et surtout réduire l'écart entre l'épargne et l'investissement des autres agents. Alors, nous sommes une économie d'endettement. Qu'est-ce que nous faisons pour passer à une économie de financement? Comment réactiver la bourse et comment faire en sorte que l'épargne des ménages, qui ont essentiellement une capacité de financement, puisse augmenter? Merci, Madame Zoueri. Une dernière question et je donne la parole à Simarouane Rabessi pour répondre. Il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, la parole est à vous, Marouane. J'ai combien de temps pour répondre à toutes ces questions? Vous avez 4 minutes. Vous gérez la discussion. Vous avez 4 minutes, pas une de plus. Bon, 4 minutes, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Non, mais soyez bref. Alors, on a pour la première fois, je pense, hein, je ne sais pas si ça a été fait avant ou pas, mais on a un stand de la Banque centrale ici. C'est une première. Donc, la Banque centrale, elle est sortie, comme le disent certains, j'y crois pas, Citadelle ou je ne sais pas quoi. Donc, on a des... Vous êtes très prudent d'un point de vue communication, c'est voilà, donc on est là. Très prudent même. Je suis très prudent. Surtout avec les médias, mais alors là, vous êtes trop prudent. C'est mon boulot d'être prudent. Ouais, mais bon. Et c'est important aujourd'hui de montrer des choses dont on parlait. C'est un peu l'exercice qu'on on essaie de faire. Donc il y a une équipe de nos amis de la Banque centrale. Donc toutes les questions techniques, vous pouvez poser vos questions. Et il y a des gens qui vont être capables de vous répondre, et donc ils ont le temps pour ça. Moi, j'ai 4 minutes. Sur les questions, je vous prie. Donc moi, je vais regarder mon ami parce qu'il est là, embusqué. Donc, je savais qu'en venant ici, en venant ici, je savais à quoi m'en tenir. Je pense que l'exercice est un exercice important. Je vais répondre rapidement sur le dinar. Comme ça, on clôt la discussion sur les 50 dinars. Moi, personnellement, quand on m'a dit il faut enlever les 50 dinars, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai fait une évaluation d'impact, je peux vous l'envoyer, et j'ai trouvé que c'était compte tenu de la monnaie en circulation qu'on a, de celle qui est à l'extérieur, etc. Aujourd'hui, c'est un choc extrêmement important. On n'a pas assez de... Il faut les prérequis pour ça, et les prérequis ne sont pas encore là. Donc le jour où il y aura les prérequis,
Je ne vous avise C'est-à-dire les prérequis, monsieur le gouverneur. Les prérequis, ça prend beaucoup de temps pour l'expliquer, notamment les mobile payments, etc., mais aussi sur notre manière aussi de gérer les autres. S'il y a vous enlevez les 50 dinars, il faut avoir aussi l'autre moyen de paiement. Et même en dinars, on ne l'a pas aujourd'hui, donc il y a un vrai problème parce qu'il y a un shortage au niveau même donc des monnaies, billets en circulation. Donc c'est une question qui est discutée à la Banque centrale et en dehors de la Banque centrale. Il y a eu des expériences réussies, des expériences moins réussies, mais en Inde, quand ça a réussi, c'est quand véritablement ils ont fait du mobile payment, et à ce moment-là, ça a fonctionné. Avant, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est une réponse rapide un peu à ta question, on peut en parler tout à l'heure. Pour la deuxième partie, moi, je crois que c'est très simple. Pour votre business, et auquel je suis convaincu que c'est l'avenir et ce que vous êtes actuellement en train de faire. Je pense qu'il y a plein d'entraves. Et ça, je le vis à chaque instant. C'est pour ça que j'ai dit, mettons en place une équipe technique qui essaie là où il y a des choses rapides sur lesquelles moi je peux signer, je les signe. Les choses qui ont lieu, ce que vous appelez refonte, vous changez le code d'échange, ou vous l'abrogez, ça c'est une autre... Et puis le code d'échange, ce n'est pas la Banque centrale. Quand on décide par exemple, une dépréciation, enfin, d'une dévaluation importante, ce n'est pas le gouverneur de la Banque centrale qui prend la décision, c'est le gouvernement. In fine, ce n'est pas moi qui décide de la refonte ou de l'abrogation du code d'échange. Je fais partie et ça c'est important. Vous me dites l'indépendance. Vous m'avez dit indépendance ou indépendance. Sur cette question-là, c'est une question aussi qui doit être discutée avec donc le gouvernement. C'est une décision du gouvernement, in fine. Donc, pour répondre à votre question, sur les 500 000 dinars, etc., on est aujourd'hui prêt à relever tous les fonds possibles et imaginables. Je n'ai pas de problème avec ça. Mon seul problème est le suivant. J'ai bien dit qu'il faut un fast track, il faut qu'on le fasse rapidement, mais aussi il ne faut pas qu'il y ait des free riders. Et c'est ce qu'on est actuellement en train de voir. Moi, personnellement, mon principe est très clair. Celui qui ramène des devises, il doit les utiliser de manière la plus indépendante possible. Vous ramenez vos devises, je les vois, vous faites votre travail parce qu'on est encore dans une logique de contrôle d'échange. On n'a pas encore changé. Donc à partir du moment où je vois que... Et c'est ce que je dis, mes amis sont là, je dis, je ne veux pas nommer les entreprises, je me dis, ce gars-là, je vois il vous a ramené 20 millions de dinars. Il vous demande 500 000 dinars pour faire un autre investissement ou enfin un autre travail en Irak, etc. Pourquoi vous le bloquez ? Pourquoi vous le bloquez? Ils sont partout en Afrique, ils sont en train de faire un travail extrêmement compliqué. Pourquoi vous les bloquez? Vous savez qu'ils sont en train de ramener l'argent, sinon ils vont le ramener à l'extérieur. Je suis tout à fait d'accord. Moi, personnellement, le travail qu'on essaie de faire, je dirais même en 2018, c'est de montrer que pour les gens qui fonctionnent et qui sont dans la transparence, c'est pour ça que j'ai dit opérateur de change agréé. Moi, je suis prêt à donner exactement ce qui est dans l'opérateur économique agréé. Et la liste qui est venue de la douane, opérateur économique agréé, j'ai dit ajouter opérateur de change agréé. Je n'ai pas de problème avec ça. Je sais que c'est des entreprises honnêtes qui fonctionnent correctement et qui travaillent avec nous d'une manière correcte. Pas de problème. Maintenant, je n'ai pas les moyens de regarder l'information. Par exemple, sur le reporting, il y a des banques de la place aujourd'hui qui 27 à 28% donc de tout ce qui est rapatriement, que ce soit en import, en export, qui n'est pas fait. Comment vous voulez que moi je regarde, comment vous voulez que je fonctionne de manière normale, alors que je n'ai pas les informations nécessaires sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, il y a un momentum. Et le momentum, je vous le dis, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la communauté internationale qui va le faire. Je vous le dis. Aujourd'hui, il va y avoir, à partir de 2019, avec l'OCDE et avec l'Union européenne, ce qu'appelle les échanges instantanés d'informations. On va être au courant et personne n'est à l'affût parce qu'il y a le AML, CIT, etc. Donc vous pouvez être où vous voulez, on va être au courant parce qu'ils vont nous donner l'information. Comme les gens qui sont ici, on va donner l'information. Ça va être fait. Je vous dis, c'est pour ça que je dis il faut faire que cette loi d'amnistie ou de régularisation de change se fasse, que les gens rentrent dans le système et qu'on joue le jeu. Tout le monde. Si tout le monde joue le jeu, je suis totalement d'avis que ça va fonctionner, il y aura plus d'argent qui rentre qu'il ne sort. Mais si les gens ne jouent pas le jeu et ils spéculent sur ci, spéculent sur ça, ils fonctionnent de manière pas très correcte, je suis tout à fait d'avis qu'ils sont rationnels dans ce qu'ils font. Mais cette rationalité-là, aujourd'hui, elle fait qu'on a des problèmes au niveau donc, des déficits. Et ces déficits-là, aujourd'hui, ne sont pas gérables. Vous comprenez parfaitement qu'on n'est pas dans une économie qui vit seule. On est dans une économie. Regardez.
Combien on a de devises en Tunisie? 4 à 5 milliards de dollars. Les deux pays qui sont à côté de nous, chacun a des réserves de 100 milliards de dollars. Libye a 100 milliards de 80 milliards de dollars sous la Banque centrale et 60 milliards de dollars frozen assets. 140 milliards de dollars. L'Algérie, ils ont 100 milliards de dollars aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là? Intégration zéro. Intégration zéro. Ce que j'ai fait il y a 15 jours, c'est de les ramener et dire les banques centrales doivent fonctionner ensemble, que ce soit au niveau des paiements, etc. Ça s'est fait il y a 15 jours. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on l'a fait. Et le comité permanent va être à Tunis. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on doit faire. Depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup de gens qui font de l'exportation sur la Libye et fonctionner en humain. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je connais le gouverneur de la Banque centrale, mon prédécesseur ne voulait pas le recevoir, je l'ai reçu et on a eu le paiement en dollars et en devises. Ça, c'est fait. Ça, c'est quelque chose qui est actuellement très important. Aujourd'hui, ils sont prêts à aller plus loin. Il faut trouver les moyens de faire en sorte que, voilà ce que j'appelle non conventionnel. Ce n'est pas non conventionnel en utilisant la monnaie comme ont fait les Algériens, etc. Oh, les Algériens, ils ont dette zéro. Ils ont des réserves de 100 milliards de dollars. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le Fonds monétaire international qui est à leur trousse. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international, on est sous programme. Et ce programme-là, moi, je vous dis, il faut qu'on le maintienne jusqu'à ce qu'on sorte. Il y a encore une année ou deux, il faut faire les réformes nécessaires. Oui, mais à quel prix aussi, à quel prix aussi? À quel prix? Je vous le dis. Mais à quel prix si vous ne l'avez pas? Vous croyez, je vais vous dire le prix. Je vais vous lire le prix. Le Fonds monétaire international, la BEI, l'Union européenne, etc., aujourd'hui, vous donnent de l'argent sur 15-20 ans à des taux qui sont à moins de 2. Quand moi, je suis sorti sur le marché international, je l'ai payé 6,75. C'est ça le prix. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans. On partait sur le marché international à des prix qui étaient moins importants que les prix qui étaient sur... parce qu'on était le rating, vous l'avez vu. Donc on a complètement changé. Donc c'est ça le prix. Merci. Maintenant, vous me dites quel est le prix. Moi, je vous dis le prix, c'est ça. On n'est pas allé vers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Ce n'est pas eux qui sont venus, nous, on est allés les chercher. Donc maintenant, il faut gérer cette difficulté qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'il y a des points d'inflexion. Il y a des changements qui sont actuellement en train d'être opérés. On ne peut pas demander aux gens de vous donner de l'argent quand vous avez 3 milliards de dollars qui sont dans votre pays. Que ce soit sur le phosphate, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur l'énergie, on a baissé de 60%. Et vous l'avez dans ma présentation. Regardez les déficits. C'est parce que tout simplement, Merci. On était équilibré en termes énergétiques. Actuellement, on est à 40%. Merci, monsieur le gouverneur. On me demande de clôturer ce panel. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Marouane Abbassi, madame Sarah Masmoudi, CEO de Teriak, merci infiniment aussi, on l'applaudit. C'est Ali Corli. Et puis, Luis Arroyo, merci infiniment, bon appétit. Après, vous avez un panel relatif donc, à la fiscalité et à la pression.